Au cœur du projet, vous le savez, le regroupement à minima de 3 prestations, RSA, prime d'activité et APL. Je dis à minima parce qu'effectivement, la consultation pourrait peut-être amener un élargissement à d'autres allocations. C'est un sujet évidemment clivant qui suscite des inquiétudes, y compris chez vous en raison, le président l'a rappelé, de l'intégration des aides au logement. Alors qui mieux que celui qui est en charge de superviser la construction de ce revenu universel d'activité était à même de répondre à vos interrogations. Il est donc présent. Olivier Noblecourt, je vous laisse la parole maintenant et vous pourrez ensuite lui poser des questions si vous le souhaitez bien sûr. Merci, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs. Merci infiniment de cette invitation et de cette opportunité d'évoquer évidemment le projet de réforme du revenu universel d'activité qui va nous occuper un petit moment, parce que c'est une réforme que nous allons construire en nous attachant à sa condition de sa réussite et donc à prendre le temps non seulement de la concertation mais de l'élaboration. Mais je voudrais parler non seulement du revenu universel d'activité mais faire un point aussi en lien avec l'ensemble des préoccupations que vous venez d'exprimer, Monsieur le Président, sur le déploiement de cette stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été annoncée il y a 1 an par le Président de la République et qui se déploie depuis le début de l'année 2019 dans un contexte, et vous le savez ô combien par les pratiques quotidiennes de vos professionnels, par les engagements qui sont les vôtres, dans un contexte où, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne parvenons pas à réduire la pauvreté depuis longtemps. Nous fêtons, entre guillemets, les 40 ans de votre réseau. Cela fait au moins 30 ans que nous ne parvenons plus à réduire la pauvreté dans notre pays. Et même pire, que les formes que prend la pauvreté dans notre pays se durcissent pour un certain nombre de publics. Et en particulier, ces publics qui aujourd'hui vous invitent à repenser l'offre du logement accompagné, l'offre d'accompagnement dans le logement. Et je voudrais vous montrer comment la stratégie de lutte contre la pauvreté, globalement, vous permet, je pense, d'apporter des réponses plus adaptées au public dont vous avez la charge et de prendre pleinement votre part, vous le faites déjà, mais dans l'entreprise de lutte contre la pauvreté que nous avons fixée de manière beaucoup plus ambitieuse avec près de 9 milliards de crédits il y a donc un peu plus d'1 an. Vous le savez peut-être, la stratégie nationale est fondée sur 3 grandes priorités qui visent à infléchir la pente d'une politique publique qui de plus en plus tendait ces dernières années à se limiter au versement d'allocations, comme si les allocations monétaires étaient d'une certaine manière devenues le solde de tout compte de la solidarité publique, comme si la seule approche par les droits pouvait régler la question de la pertinence de notre modèle social. L'enjeu ne se limite évidemment pas à cela et la première des priorités que nous avons portées et que nous déployons aujourd'hui, c'est évidemment celle de faire droit aux politiques de prévention. On en parle depuis bien longtemps. Moi, je suis un ancien élu local, je suis engagé depuis plus de 20 ans dans l'action sociale et territoriale. Ça fait 20 ans que j'entends des discours sur la prévention, ça fait 20 ans que je vois les moyens diminuer. Il est temps d'y mettre en effet de réaligner les moyens avec le niveau d'ambition des discours. Et c'est ce que nous faisons dans l'ensemble des champs des politiques de prévention. Je ne vais pas évoquer devant vous les politiques éducatives et de petite enfance, les politiques d'accès à la santé ou à l'alimentation. Je voudrais simplement vous dire que sur l'accès au logement ou sur la situation d'accompagnement vers et dans le logement des publics les plus vulnérables, la stratégie de lutte contre la pauvreté mobilise 125 millions d'euros de crédits supplémentaires sur 4 exercices budgétaires, avec une première priorité qui est de sortir les familles avec enfants à la rue. Nous avons créé dès cette année 2019 50 équipes de maraude dans les 17 territoires en France où nous avons ces familles qui grandissent en bidonville, 5000 enfants aujourd'hui au niveau national selon la DIAL. Derrière ces équipes de maraude qui ont l'ambition évidemment de sortir ces situations de l'invisibilité sociale, des moyens pour la résorption des bidonvilles. Le plan de résorption des bidonvilles va voir ses crédits doublés en 2020 et des moyens d'accompagnement vers et dans le logement qui, pour le coup, rencontrent vos préoccupations, évidemment centrées, tournées vers l'hébergement d'urgence ou vers les CHRS, vers l'hébergement d'insertion, mais aussi vers les résidences sociales et toutes les formes d'accompagnement qui peuvent être hybridées entre l'accompagnement médico-social, l'accompagnement social au sens large. Je vais y revenir. Tout cela s'inscrit
dans une logique de faire prévaloir la situation des plus vulnérables en partant le plus souvent de la situation d'enfants. Et c'est ce qui nous a aussi conduit à prendre à bras-le-corps le sujet des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez que ça a fait l'objet de nombreux débats. On est loin d'être au terme, évidemment, de cette ambition de mettre un terme aux sorties non accompagnées. Mais dès cette année 2019, tous les départements de France se sont engagés contractuellement avec l'État à ne pas mettre un terme brutalement à l'accompagnement ou à la prise en charge de jeunes majeurs avec un financement d'État pour l'accompagnement et pas la prise en charge, qui va supposer que l'articulation entre l'accompagnement social et capacité à accéder à un type d'hébergement ou de logement adapté, y compris donc à du logement accompagné, puisse être mieux travaillée au plan local. Voilà une piste particulièrement féconde de travail pour votre réseau. La deuxième priorité, au-delà de la prévention, et de tout ce qui s'attache évidemment plus singulièrement au jeune âge de ce fait, c'est l'ensemble des politiques d'accompagnement humain des plus vulnérables. Nous sommes aujourd'hui devenus une société qui a désinvesti l'accompagnement humain des plus fragiles. Je prends souvent cet exemple, mais s'agissant de l'accompagnement des allocataires du RSA par exemple, vous savez que lorsque le RMI a été créé il y a 30 ans de cela, les départements avaient obligation d'affecter l'équivalent de 20% des dépenses d'allocation aux politiques d'insertion. Nous sommes tombés à moins de 6% aujourd'hui. Et en disant cela, je ne fais pas porter la faute sur les départements, je ne porte aucun jugement sur quiconque. Je constate que collectivement, nous avons réduit, divisé par 3, l'accompagnement humain des plus vulnérables dans notre société et que donc il nous faut réinvestir avec des moyens très conséquents l'ensemble des dimensions de l'accompagnement social. L'accompagnement médico-social va ainsi faire l'objet de moyens renforcés à près de 30%, avec une augmentation de près de 30% des crédits de l'ONDAM médico-social spécifique. Le vice-président de Rennes Métropole faisait allusion à la très belle ambition du territoire que je veux saluer s'agissant des appartements de coordination thérapeutique. On pourrait évoquer les lits halte soins santé, les lieux d'accueil médicalisés, le dispositif Un chez soi d'abord que vous avez mentionné. Nous allons créer 2400 places sur l'ensemble de ces dispositifs qui comptent aujourd'hui 4000 lits au niveau national. C'est vous dire si l'effort de l'État va être important dans ces prochaines années et c'est vous dire s'il est important qu'aujourd'hui des collectivités locales s'engagent évidemment pour porter ces solutions d'accompagnement. Nous avons un enjeu plus large sur l'accompagnement social avec les départements. Là aussi, nous allons mettre 150 millions d'euros à disposition des départements pour améliorer les conditions d'accompagnement des allocataires du RSA dans ce qu'on va appeler le service public de l'insertion, qui va être un service public qui prendra en charge l'ensemble des dimensions de l'insertion sociale et professionnelle des personnes, avec une ambition très forte dans l'accompagnement vers l'autonomie par le travail, vers l'emploi bien évidemment, qui est au cœur du projet de vie de la plupart des personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, des solutions associatives, Monsieur le Président, vous faisiez allusion au partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité ou avec Emmaüs Défi, un dispositif comme Convergence par exemple, part aujourd'hui d'une offre de logement accompagné, alors dans des situations qui vont être très lourdes, hein, soit à partir d'un CHRS ou d'une résidence sociale, pour proposer un accompagnement spécifique vers l'emploi. On voit bien, et votre propos, Monsieur le Président, l'a très bien illustré, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous devons réinventer les formes d'accompagnement. On parle depuis très longtemps du décloisonnement entre le clos et le couvert et le lieu de vie, le lieu d'hébergement, le lieu de logement et l'accompagnement social. Le fait qu'il faille trouver des solutions mixtes, vous portez déjà un certain nombre de ces formes d'accompagnement aujourd'hui dans vos pratiques et celles de vos professionnels. Il nous faut aller beaucoup plus loin demain. Il y a la situation évidemment des plus jeunes que j'évoquais, l'entrée dans la vie active de jeunes qui ont eu des parcours extrêmement difficiles, qu'ils viennent de l'aide sociale à l'enfance ou non. Ce sera un des enjeux, je vais y revenir, du revenu universel d'activité que d'offrir enfin, de permettre enfin l'accès à un minima social pour les jeunes avant 25 ans. C'est aussi la situation, évidemment, des femmes à la rue, femmes victimes de violences ou pas. On sait que notre parc d'hébergement a été construit en France d'abord pour des hommes seuls. Or, aujourd'hui, les réalités du public de l'hébergement, qu'il soit d'hébergement d'urgence ou d'hébergement d'insertion, ces frontières d'ailleurs sont devenues maintenant très largement théoriques, sont constituées pour un tiers, la moitié, de publics féminins avec enfants, le plus souvent. Donc nous devons repenser le cadre de prise en charge. Ce sera
un des enjeux d'ailleurs des 125 millions d'euros de crédits que j'évoquais tout à l'heure en lien avec l'ANA, ce qu'on appelle les crédits d'humanisation sur la partie strictement CHRS, mais ça suppose évidemment d'ouvrir l'éventail d'accompagnement vers et dans le logement, à l'intermédiation locative, au logement accompagné dans toutes ses dimensions, aux résidences sociales, et donc votre réseau évidemment est en première ligne sur ces enjeux. Ça concerne aussi évidemment l'enjeu tout à fait décisif, et le débat de société fait rage en ce moment à ce sujet, de la prise en charge du vieillissement. Nous avons dans nos pensions de famille un public de plus en plus vieillissant, ayant besoin d'accompagnement médico-social le plus souvent, d'accès à des soins, et donc là encore, les hybridations avec les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure sont absolument essentiels, et nous allons réfléchir, nous avons commencé à le faire avec la fédération concernée, Santé Précarité, avec la fédération Addicto, avec la FAS évidemment, sur toutes les logiques de simplification des normes, de simplification administrative, de décloisonnement des financements, qui doivent nous permettre demain de partir des besoins des personnes, des projets portés par les acteurs, et pas de grille de financement ou d'appel à projets décidés d'en haut. C'est un des vecteurs de déploiement de la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui va porter des crédits régionalisés, territorialisés, à partir de feuilles de route construites par des acteurs des territoires, pour inverser d'une certaine manière, la logique de financement des politiques publiques. Je ne veux pas être trop long sur ces enjeux de transformation d'un secteur que vous connaissez mieux que moi, même si j'en ai pris ma part en tant qu'élu local pendant près de 20 ans, ou en tant que technicien de collectivité. Je voudrais vous parler maintenant de le troisième pilier de la stratégie de lutte contre la pauvreté, la prévention, l'accompagnement humain. Évidemment, c'est l'accès aux droits, parce que sans accès aux droits, sans effectivité de notre modèle social sur les droits sociaux qu'il permet, évidemment, le reste est de peu d'impact sur la vie réelle des personnes. Et si nous voulons dépasser ce qu'on appelle l'approche par les droits, c'est-à-dire le fait, d'une certaine manière, de considérer que l'objectif de l'accompagnement social, c'est de permettre à tous l'accès équitable aux droits, si nous voulons aller au-delà et considérer que ce qui compte, c'est l'accompagnement du projet de vie de la personne, il nous faut régler d'une certaine manière, en tout cas simplifier d'une manière radicale l'enjeu de l'accès aux droits. C'est tout le sujet du revenu universel d'activité. Nous avons un système de prestations sociales aujourd'hui, de minima sociaux, qui est, chacun le sait, d'une grande complexité, qui est une bonne complexité. Je ne suis pas, et nous n'avons pas à dire que la complexité est l'ennemi de l'efficacité. Ça n'est pas notre enjeu. Nous savons que cette sédimentation de dispositifs, cette complexité est issue d'un grand nombre de combats qui ont été menés pour mieux prendre en compte les spécificités des besoins des personnes. Mais nous devons aussi, et nous devons donner acte, excusez-moi, que notre modèle social aujourd'hui est parmi les plus redistributifs des pays comparables, donc il n'est pas question de l'abolir, au contraire, il faut le renforcer. Mais nous devons convenir ensemble que derrière la complexité, il y a aussi beaucoup d'illisibilité, et qu'il y a beaucoup de défiance qui s'est instaurée. L'illisibilité, elle freine l'accès aux droits. Lorsqu'on travaille avec le laboratoire Odenor, l'Observatoire du non-recours aux droits et aux services, on voit combien la mauvaise compréhension des droits et de leur accès est le premier facteur aujourd'hui de non-recours dans notre pays. Mais au-delà d'être attentatoire à l'accès aux droits, la complexité, ou plutôt l'illisibilité du système actuel, est attentatoire à la confiance de nos concitoyens dans un système de prestations sociales qui est de plus en plus vécu comme inégalitaire, injuste, et finalement, on connaît tous ces propos qu'on a entendus, accusés de profiter toujours aux autres. Si nous voulons régler cela, il nous faut accepter de repenser la globalité du système en partant de la personne, et donc avoir un système qui s'attache dans l'accès aux droits à ce que ce soit les caisses de sécurité sociale, en l'occurrence probablement la branche famille, qui prépare la délivrance de la prestation, qui automatise la délivrance de la prestation, plutôt que la personne qui, en fonction de sa situation, va d'un guichet à l'autre, d'une situation à l'autre, avec, vous le savez, des bases ressources différentes, des guichets différents, des durées de prise en compte des ressources différentes. Bref, cette complexité aujourd'hui, il faut, encore une fois, y mettre un terme du point de vue de l'usager. Le revenu universel d'activité va permettre cette automatisation dans la délivrance, ou cette quasi-automatisation dans la délivrance de la prestation, qui va permettre de réinvestir du temps de travailleur social dans l'accompagnement humain, qui va permettre d'éviter les ruptures de prise en charge et les ruptures de droits que chacun connaît aujourd'hui. Il suffit d'assister à une commission d'aide sociale extralégale dans un département, dans un CCAS, ou même de voir les dispositifs financés aujourd'hui par les associations ou les CAF sur leur crédit. On voit bien qu'aujourd'hui, nous avons de grands trous dans la raquette qui sont des béances dans la vie des personnes concernées. Et donc, ce sujet de simplifier l'accès aux droits est d'autant plus important que ça doit nous permettre aussi d'ouvrir l'accès à des publics qui en sont aujourd'hui privés. Et le premier public qui va être concerné par le revenu universel d'activité, c'est évidemment les jeunes de moins de 25 ans, puisque nous allons permettre, selon des modalités que la concertation définira, l'accès
du RUA à des jeunes. Il n'est plus acceptable que des jeunes n'aient plus accès aujourd'hui à une capacité à se former ou à s'insérer, faute de ressources. Et vous savez parfaitement, dans votre offre de logement accompagné, qu'aujourd'hui, l'absence de ressources pour un certain nombre de jeunes est évidemment un frein majeur à leur accession à l'offre de logement accompagné sur le territoire. C'est valable notamment s'il y a pour des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs. Il y a un énorme sujet aujourd'hui sur la capacité de ces jeunes à être admis en FJT. Ça dépend des territoires, mais c'est un sujet qu'il nous faut régler. Le revenu universel d'activité va permettre d'abord cela. Et plus il sera large et plus il sera universel, moins il sera stigmatisant et plus il offrira une capacité d'articulation et de prise en compte de l'ensemble des problématiques. Donc plus il se placera du point de vue de l'intérêt de la personne. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des prestations qui pourraient être intégrées et non diluées ou articulées au sein de ce revenu universel d'activité, il y a à peu près 16 millions de nos concitoyens qui peuvent être concernés. Sur les 16, vous en avez 15 qui sont concernés par le socle que le président de la République a annoncé il y a un an, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, la prime d'activité et les aides au logement. Donc le recouvrement, il est déjà quasiment complet. Et si nous tenons absolument à avoir les aides au logement à l'intérieur du revenu universel d'activité, ça n'est pas pour détricoter les APL ou pour les fragiliser davantage. Je crois qu'il a été dit combien des erreurs avaient pu être commises en matière d'APL ces dernières années. Non, le sujet au contraire, c'est de favoriser leur articulation avec les autres minima. Je rappelle qu'aujourd'hui, les aides au logement font baisser le taux de pauvreté de plus de 2 points dans notre pays, que le taux d'effort sur le logement, notamment pour les locataires pauvres du parc privé, est supérieur à 40% APL déduite, et que c'est le premier poste de dépense préengagé pour les familles en situation de pauvreté. Quand on se met du point de vue qui est le mien, mais qui est le vôtre, évidemment, dans vos pratiques quotidiennes de la lutte contre la pauvreté, évidemment que les aides au logement sont le premier sujet de préoccupation, parce que c'est l'élément de base d'une vie digne pour les plus fragiles. Donc faire un revenu universel d'activité pour lutter contre la pauvreté sans parler d'aide au logement et de logement serait une absurdité. Et c'est pourquoi nous tenons absolument à ce que cette dimension soit articulée. Je dis articulée parce qu'il n'est pas question de fondre les aides au logement dans une espèce de grande prestation informe et qui liquiderait finalement les caractéristiques positive de nos aides au logement. Nous y sommes collectivement très attachés et donc je vous réaffirme l'engagement du gouvernement, d'une part d'avoir un dispositif, on l'appelle aujourd'hui supplément logement, peut-être qu'on l'appellera APL ou aide au logement, hein, la terminologie est de peu d'importance, mais qui sera bien distincte, qui aura ses règles propres, qui aura sa base ressource probablement légèrement différente de la base ressource du socle de la prestation. Ce sera une base ressource par définition familialisée s'agissant de dépenses de logement. C'est une évidence si on veut être redistributif. Je veux réaffirmer devant vous le principe d'inconditionnalité qui s'attachera aux aides au logement. Il n'est pas question de subordonner l'accès à des aides au logement à une recherche d'emploi ou à je ne sais quel autre critère. Les aides au logement ont pour vocation de solvabiliser l'accès au logement des ménages modestes et cette mission centrale restera la mission centrale du supplément logement du revenu universel d'activité. Je veux aussi affirmer, parce que l'USH a exprimé des inquiétudes légitimes à ce sujet, que nous nous sommes engagés très clairement à ce que l'augmentation du taux de recours qui sera induite par la réforme, puisque nous allons automatiser la délivrance de la prestation, donc le but c'est qu'il n'y ait plus, ou que ce soit marginal, du non-recours aux prestations sociales dans notre pays. Ce financement du non-recours, évidemment, sera fait hors budget actuel et en plus du budget actuel. Ce serait une absurdité si nous ne le faisions pas, puisque ça reviendrait à donner la même enveloppe à plus de personnes, donc à baisser les aides. Il en est évidemment hors de question. Nous sommes sur une réforme pour lutter contre la pauvreté et pas autre chose. Nous avons maintenant à travailler sur la construction de la prestation, à voir notamment l'impact sur le logement accompagné, sur les personnes qui résident en foyer, en résidence sociale, à s'attacher en effet à ce que ces publics, qui sont déjà des publics fragiles, ne soient pas fragilisés par la réforme, et au contraire, à ce que les constructions de parcours dans lesquelles vous vous inscrivez, puisque vous êtes dans des parcours de vie, des personnes plus ou moins longs, soient facilitées par le revenu universel d'activité. Aujourd'hui, les ruptures dans les droits induisent des ruptures de parcours. On sait tous que les parcours de vie ne sont jamais linéaires. Parfois, l'absence de linéarité est liée à des dysfonctionnements du système. Parce qu'il y a un déménagement, parce qu'il y a une situation de famille, parce qu'il y a une situation de crise et que d'un seul coup, on perd ses droits. Vous savez aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui sur les aides au logement ont intégré, quand vous êtes allocataire du RSA, l'articulation RSA prime d'activité, mais elles vous disent « mais si je prends un travail, je vais perdre mes aides au logement ». Je n'ai pas de visibilité sur mon aide au logement, je ne sais pas ce qui va se passer. Demain, cette articulation facilitée avec une seule prestation
et des règles claires et compréhensibles par tous, ça va donner évidemment une visibilité, une compréhension à l'ensemble du système qui est susceptible de reconquérir la confiance de nos concitoyens dans notre modèle social. Je termine là-dessus. Vous avez fait une enquête absolument passionnante, je l'ai lue ce matin en venant de chez moi, de Grenoble, sur l'utilité sociale. Vous avez démontré dans cette étude combien vous remplissez des critères d'utilité sociale. Vous avez même fait un référentiel particulièrement riche qui montre l'utilité du point de vue de la personne, l'utilité du point de vue de la société, puis l'utilité du point de vue de l'écosystème des acteurs sociaux à l'échelle territoriale, à l'échelle du bassin de vie ou de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement. C'est exactement cet enjeu que nous voulons reconquérir dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Nous n'avons pas dans cette stratégie de nouveaux grands appels à projets nationaux ou de nouveaux remèdes miracles ou dispositifs miracles d'accompagnement qui se substitueraient aux dispositifs existants. Nous faisons l'inverse. Nous déconcentrons les crédits, nous les mettons à la main des territoires. Nous avons dans chaque région des groupes de travail pilotés par des acteurs de terrain qui ne sont jamais l'État, même s'il y a aussi un État présent sur le terrain, bien évidemment. Et nous faisons en sorte que ce soit les acteurs qui construisent l'offre d'accompagnement sur le territoire en fonction des besoins des publics dont eux ont connaissance. Vous êtes des acteurs majeurs de ces capacités d'accompagnement. Vous êtes des acteurs majeurs aussi de ce qui permet de reconquérir encore une fois la confiance dans le modèle social parce que vous faites la démonstration de votre utilité sociale, de votre place singulière dans le parcours de vie des plus fragiles. Donc votre engagement est absolument décisif. Nous serons, Monsieur le Président, dans la concertation qui va se poursuivre, extraordinairement exigeant sur, je crois, la nécessité de répondre à l'ensemble de vos préoccupations. La situation est trop grave pour les personnes dont nous parlons pour prendre avec une quelconque légèreté les alertes qui sont portées par l'UNAFO comme par l'ensemble des acteurs du champ du social. Donc nous entendons les craintes, les alertes, les contestations. Elles sont évidemment légitimes, mais nous avons devant nous un très beau défi, c'est de faire reculer la pauvreté et de sortir du sentiment d'impuissance publique. Ça fait trop d'années que nos concitoyens ont le sentiment que les discours se succèdent et que sur le terrain, rien ne change. Il y a 8,5 milliards de crédits qui sont là pour que collectivement nous fassions changer le combat contre la pauvreté à partir du terrain. Vous êtes des acteurs de terrain, donc je suis très heureux d'être parmi vous et je tiens à vous dire toute ma gratitude pour votre engagement dans ces combats. Merci à vous. Vous avez fait une annonce parce que vous avez été interpellé justement sur la mise en place de la contemporanéité des APL et l'impact que ça allait avoir sur le public jeune. Vous avez fait l'annonce qu'un mécanisme de protection, en tout cas, allait être mis en place pour ce public. Une solution avait été trouvée. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui confirmer devant les acteurs ici présents cette annonce et peut-être nous donner un petit peu plus de détails sur voilà, la mise en place de ce mécanisme? Merci. Donc est-ce que ce que vous avez dit à 100 km d'ici est toujours valable 4 jours après? Alors, vous voyez, ça c'est l'intérêt d'être sur le terrain et d'être en permanence avec les acteurs, c'est que vous avez une obligation de sincérité et de vérification. Donc, je vous confirme absolument que nous sommes en train de trouver cette solution. Alors, ce qui est très intéressant, donc, on en parlait avec votre directeur général à mon arrivée, où je disais, mais on a justement cette interrogation de la possibilité de forfaitiser une partie des aides pour éviter, en effet, des effets de dégressivité ou autre. Alors, vous savez que la dégressivité a été lissée, notamment pour les jeunes, pour éviter les impacts trop importants. Donc, vous allez vérifier à 6 mois, d'après ce que j'ai compris, l'impact. La question était sur les jeunes, hein, du monsieur qui m'a interpellé à Nantes il y a une semaine. Et alors, mon annonce, c'était de dire, je ne peux pas vous donner de dispositif technique, mais je sais qu'il y a un dispositif qui est en train d'être travaillé pour éviter, en effet, le monsieur de donner un détail précis d'une dégressivité trop massive. Depuis vendredi à Nantes, je me suis retourné vers mes équipes et vers la DHUP. Alors, il y avait un dispositif de forfaitisation qui était envisagé, qui a été retoqué par le Conseil d'État. Et c'est à celui-là que je faisais allusion vendredi dernier. Et je vous confirme, puisque j'ai rééchangé avec donc, le cabinet du ministre du Logement, que d'ici à la mise en œuvre de la contemporanéisation, donc il nous reste quelques jours pour cela, un dispositif va être trouvé pour éviter les trappes en la matière. Et donc je vous confirme l'annonce de Nantes, c'est-à-dire que nous sommes au travail pour y parvenir. Je pensais à Nantes et j'étais plus affirmatif, donc votre question est totalement pertinente, que ce dispositif avait été trouvé. Ce que j'ignorais, c'est que le Conseil d'État avait retoqué le principe de la forfaitisation, mais la DHUP et le cabinet du ministre du Logement m'ont garanti qu'une solution serait trouvée. Et vous vous doutez bien qu'on ne va pas laisser une situation
se créer des situations qui fragiliseraient la situation des jeunes dans du logement accompagné ou dans un foyer de jeunes travailleurs ou que sais-je. Donc on est là-dessus. Mais je peux m'engager par votre directeur général, dès que c'est trouvé, à vous l'envoyer par mail, de manière à ce que ça diffuse sur tout le réseau. Je ne peux pas vous répondre mieux à ce stade, hein, je suis navré. Comme je me promène beaucoup, je ne suis pas omniscient en temps réel sur les débats réglementaires et les arrêts du Conseil d'État, mais je peux vous garantir qu'on est mobilisé là-dessus. On est bien conscient qu'il y a des réalités qui peuvent être dégradées par cette contemporanéisation. D'autres questions? Interrogations? Observations? Oui, je vous en prie. Juste là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un tout petit peu plus sur le calendrier, à quel moment le RUA est susceptible de nous être présenté? Mais vous avez raison, j'aurais dû l'évoquer dans mon propos liminaire. Pour l'instant, la phase de concertation va achever ce qu'on appelle son cycle 3, d'ici les fêtes de fin d'année. Le cycle 3, c'est celui sur le périmètre de la prestation et sur la question de la base ressource. Donc on est vraiment maintenant dans la construction technique, et vous avez peut-être lu dans la presse, hein, c'est paru à peu près partout, les éléments sur, ça rejoint un peu les propositions du rapport Sirug à l'époque, hein, un socle le plus large possible, et après des suppléments, un supplément logement inconditionnel et qui peut être pris indépendamment du socle, un supplément pour les personnes en situation de handicap qui correspond à la hache, un supplément minimum vieillesse pour l'ASPA, et puis évidemment une prime d'activité maintenue, puisque tout l'enjeu, ça reste évidemment d'être incitatif et faire en sorte que lorsqu'on reprend un travail, on n'ait pas une baisse de ressources équivalente. Donc, ce cycle-là va se clore en cette fin d'année, et nous aborderons en janvier et février le 4e cycle qui a trait au parcours de la locataire, et donc toutes les questions d'engagement réciproque, toutes les questions d'automatisation de la prestation, toutes les questions de lien entre les prestations à l'intérieur du revenu universel d'activité vont être évoquées. Nous réserverons probablement le dernier cycle de la concertation qui a trait au financement. Donc on ne sera plus dans l'enveloppe budgétaire constante qui était évoquée au début de la concertation. Ce ne sera pas le cas pour le dernier cycle de concertation, puisque par définition, il faudra dire ce qu'il faut mettre en plus pour que ça fonctionne le cas échéant, bien évidemment. Et nous aborderons les questions de gouvernance, parce que nous avons un gros débat avec les départements, notamment sur le financement du revenu de solidarité active. Est-ce qu'il y a recentralisation ou pas du financement du RSA? C'est un enjeu absolument majeur, y compris dans la capacité des départements à réinvestir le financement des politiques d'accompagnement. À l'issue de ces 5 cycles de concertation, nous remettrons, Fabrice Langlard, le rapporteur général, et votre serviteur, un rapport au gouvernement qui dira quel est le scénario qui nous paraît devoir être privilégié et des scénarios alternatifs en faisant droit aux positions. Et donc le rapport rendra compte des positions de l'ensemble des parties prenantes, y compris les oppositions qui se sont faites jour. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'acteurs, notamment dans le champ du handicap ou dans le champ du logement, disent depuis le départ qu'ils ne sont pas demandeurs ou qui ne souhaitent pas l'intégration dans le revenu universel d'activité et qui sont restés dans la concertation que nous considérons que leur participation à la concertation vaudrait accord sur la fin. On est bien d'accord avec ça. Bon. Donc, à l'issue de ça, le gouvernement va arbitrer un projet de loi qui devrait être présenté au Parlement en fin d'année 2020. Normalement, c'était plutôt au milieu de l'année, mais je pense qu'on sera plutôt en fin d'année. Je l'espère, adopté. Alors, ça va être compliqué parce qu'il y a des élections départementales et régionales dans la période, mais il faut que ce soit adopté, si possible, au premier semestre 2021 pour qu'on ait après un an et demi de travaux techniques et réglementaires, parce qu'évidemment, il y a un enjeu majeur de système d'information. Il y a un enjeu majeur d'éviter ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où il y a eu un crash social d'abord, technique aussi, puisqu'ils ont voulu faire une fusion, alors qui n'avait rien à voir avec la nôtre, hein, puisque c'était une fusion pour mettre sous condition de recherche d'emploi les prestations familiales et tout. Enfin, le périmètre n'était pas le même, l'intention politique n'était pas le même, c'était une mesure d'économie, ce qui n'est pas le cas du revenu universel d'activité, où il n'y a pas d'objectif d'économie, évidemment, mais on sait que techniquement, il faut prendre du temps. Donc, ça nous met une mise en œuvre dans le meilleur des 2022, cas, quoi. Plutôt 2022-2023, et surtout, je le dis tout de suite, nous envisageons, et c'est plus que envisageons, nous pensons qu'il y aura une période de transition. Alors, ce ne sera pas la clause du grand-père, mais on aura probablement 2, 3, 4, 5 ans de lissage pour que les personnes entrent en flux dans le revenu universel d'activité, donc les nouveaux entrants, ou à changement de situation. Ça va permettre d'éviter, d'un point de vue technique, le phénomène passage à l'euro où tout le monde bascule. Vous voyez, faire basculer 16 millions de personnes du jour au lendemain d'un système à l'autre, c'est un peu périlleux.
Et ça va aussi permettre évidemment d'avoir des meilleures garanties qui sont apportées pour les personnes. Donc voilà, on va normalement, ça nous fait plutôt, je vous dis, à partir de fin de mi-2022, début 2023. Voilà. L'idée, c'est aussi d'avoir une réforme qui soit prête techniquement, puisqu'il ne vous a pas échappé une élection nationale importante en 2022. Oui, oui, mais c'est la même chose que le prélèvement à la source. Oui, mais il peut y avoir de mise en cause, en fait. Oui, par définition, il peut toujours y avoir, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que techniquement et politiquement, la réforme soit suffisamment prête et consensuelle pour que, d'une certaine manière, il paraisse logique de la conduire à son terme. Encore une fois, c'est une réforme qui peut marquer une bascule dans notre modèle social, puisqu'elle libérera une partie des personnes et des travailleurs sociaux de l'enjeu de l'accès aux droits, et elle permettra de faire porter la charge de l'accès aux droits du côté de la collectivité et pas du côté des individus. C'est quand même pas rien, et j'espère que ce sera consensuel, quelle que soit l'alternance, sachant qu'il y a une alternance inimaginable où on ne se pose pas la question. Oui, micro d'abord ici. Bonjour. Bonjour, Habitat Humanisme. J'aurais aimé savoir qu'en sera-t-il du tiers payant dans le cadre de la réforme? Maintenu. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est une idiotie de ma part. Totalement maintenu, bien évidemment. C'est une condition qui avait été posée d'ailleurs dès le départ par l'ensemble des acteurs, donc mea culpa de ne pas l'avoir dit aussi explicitement, bien sûr. Oui, bonjour, Alpha 3A. Au-delà de tous les aspects techniques liés à cette mise en place de la réforme, je tiendrais peut-être à revenir sur la philosophie générale. C'est vrai que vous avez raison, on est un peu en train de basculer d'un modèle social à un autre, avec le sentiment que le précédent trouvait ses limites et qu'on s'essoufflait, et que cette notion de parcours qui est mise en avant avec l'accompagnement est porteur de promesses. Donc je voulais insister sur le fait, donc ce n'est pas tant une question qu'une réaction, sur le fait que cette nouvelle orientation qui est proposée en insistant sur les parcours et sur l'accompagnement des parcours est porteur, à mon sens, de magnifiques espoirs pour les acteurs du social dont c'est le métier. Merci beaucoup. Si vous me permettez juste un commentaire, et sans être dans les discours incantatoires ou trop généraux, l'ambition qui nous anime, ce n'est pas tant un nouveau modèle social, c'est d'abord de conforter les caractéristiques positives de notre modèle social. Notre modèle social, c'est des garanties collectives pour les individus et pas des individus qui s'assurent eux-mêmes. Et donc l'enjeu, c'est de redonner du sens à des garanties collectives qui aujourd'hui ne prennent pas en compte un certain nombre de réalités de pauvreté. Les jeunes sont exclus, par exemple, de certaines garanties collectives. Les femmes en situation de monoparentalité sont mal prises. Enfin, il y a plein de situations. Les personnes âgées, on voit revenir de la pauvreté dans les personnes âgées, où on voit que les grandes garanties collectives construites au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance, Sécu, tout ça, aujourd'hui, fonctionnent moins bien. Donc on veut les réhabiliter, les remettre finalement sur pied dans leur effectivité et leur redonner aussi leur signification première qui était d'être adossé au travail. C'est un gros débat de société. Est-ce qu'on continue à avoir un modèle social adossé au travail ou est-ce qu'il faut le désarimer ? Bon, nous, on part du principe que l'objectif central des personnes en situation de pauvreté, quel que soit leur parcours de vie et leur souffrance, c'est à terme l'autonomie par le travail. Ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible à l'instant T, mais les démonstrations faites par Territoire zéro chômeur de longue durée, tapage, convergence et l'insertion par l'activité économique, c'est que ça reste possible. On ne veut plus d'une société dans laquelle d'autres décident à la place des personnes qui sont hors du marché du travail ad vitam aeternam, inemployables. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce que beaucoup de gens ressentent. D'autres gens décident pour eux. Et on souhaite, une fois qu'on a remis sur pied notre système de grandes garanties collectives, porter en effet ce qu'on appelle le modèle social de l'émancipation, c'est-à-dire un modèle qui investit sur la prévention, sur les inégalités dès le plus jeune âge. Et vous savez que si on veut faire de l'égalité des chances, il faut faire de l'égalité tout court. Donc politique éducative, politique petite enfance. On a PISA qui sort aujourd'hui et qui va nous redire que notre système éducatif est très inégal. Et ensuite, accompagnement. Et en effet, la conviction profonde qu'on a, c'est que si on veut redonner du sens à l'accompagnement social, aux pratiques des travailleurs sociaux, c'est aussi pour ça qu'on a un plan inédit de formation des travailleurs sociaux, de formation continue. On va mettre 130 millions d'euros, c'est inédit de l'État pour la formation des travailleurs sociaux. C'est qu'il faut investir dans l'accompagnement humain, l'accompagnement humain, l'accompagnement humain. Et vous êtes mieux placé que quiconque pour voir les dégâts aussi de l'isolement social. Vous parlez beaucoup du lien social dans votre étude sur l'utilité sociale. Nous, on est absolument convaincus qu'il faut sortir d'une société où, encore une fois, c'est la transaction monétaire entre la société et l'individu qui signerait sa citoyenneté ou son appartenance au modèle social. On pense que ce n'est pas uniquement une transaction monétaire. On pense que fondamentalement, le droit à l'accompagnement humain, le droit à avoir un projet de vie, doit être au cœur du modèle social. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie qu'on déploie actuellement. Une dernière question, je vous en prie. Merci. Oui, bonjour. Florent Guéguin, Fédération des acteurs de la solidarité. Une question sur la situation des familles et des enfants à la rue. Beaucoup d'associations ont saisi le ministre du Logement ces derniers jours sur des situations
exceptionnellement grave de familles et d'enfants à la rue, 700 enfants à la rue ou dans des hébergements précaires à Paris, des situations semblables dans beaucoup de grandes métropoles, Bordeaux, Lyon, Nantes, etc. Des taux de rejet au 115 et des demandes d'hébergement qui n'ont jamais été aussi forts. Donc une situation de crise humanitaire avec, y compris des naissances de bébés à la rue ou dans des campements ou dans des locaux associatifs, et une réponse gouvernementale qui est quand même assez faible par rapport à cette crise humanitaire. Donc j'interpelle le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté des familles. Ne faut-il pas renforcer la stratégie pauvreté sur ces sujets et ne faut-il pas ouvrir des capacités d'hébergement et de logement supplémentaires? Alors, mon cher Florent, puisqu'on se connaît bien, on travaille ensemble, bien évidemment, oui et oui. Bien évidemment, oui et oui. Et c'est bien pour cela que dans la stratégie, il y a ces crédits supplémentaires que j'évoquais tout à l'heure, de 125 millions d'euros. C'est 30 millions d'euros en 2020, c'était 20 millions d'euros en 2019, ce sera 35 en 2021, 40 en 2022. Pourquoi on a mis des crédits à côté? Parce qu'aujourd'hui, l'hébergement d'urgence est dans une telle crise que, quels que soient les efforts des gouvernements successifs qui allongent les crédits budgétaires, on va atteindre un pic de crédits budgétaires, évidemment, cette année 2019, qui sera encore augmenté en 2020. Il y a 146 000 places qui sont ouvertes au moment où je parle, je crois, d'hébergement dans notre pays. C'est tout à fait historique. Mais quels que soient les efforts, on voit bien qu'il y a une forme de pente à la fragilisation des publics qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc il faut apporter des réponses d'accompagnement et de prévention, et c'est pour ça qu'on met de l'argent aussi sur de la construction de politiques locales. Il y a une situation très spécifique à l'Île-de-France aujourd'hui, qui est que, indépendamment des questions budgétaires, parce qu'il y a les crédits, il y a une difficulté à capter des capacités aujourd'hui de mise à l'abri, d'hébergement entre l'État et les collectivités. Le préfet de région est mobilisé là-dessus avec l'ensemble des services de l'État. Je le suis très modestement, puisqu'il y a un délégué interministériel à l'hébergement et au logement qui pilote ces dossiers, donc on ne va pas là-dessus, je ne me permettrai pas de m'ingérer là-dessus, mais nous essayons, à la place qu'est la nôtre, avec les crédits de la stratégie pauvreté, d'apporter ces réponses. C'est grâce à la stratégie de lutte contre la pauvreté qu'on a déployé des maraudes sur tout le territoire, sur le modèle parisien que j'évoquais, sur les familles avec enfants. Ce sont des crédits supplémentaires que les associations et la Fédération des acteurs de la solidarité estiment que c'est insuffisant. Je pense qu'elles sont non seulement dans leur rôle, mais qu'elles ont malheureusement raison du point de vue de la réalité sociale actuelle qui n'est pas acceptable. Donc je ne me cache pas derrière mon petit doigt là-dessus. Je dis simplement qu'à l'échelle territoriale, puisque je me suis inquiété comme tout le monde de l'alerte de la semaine dernière sur les 700 enfants, ce que me répondent la haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté régionale, ce que me répondent les acteurs aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent à capter partout des capacités d'hébergement et de logement, et que c'est cette difficulté-là qui crée la crise, et qu'il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées pour les tout prochains jours, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce que c'est hors de mon champ de compétences très, très directement, mais par rapport à cette interpellation ô combien justifiée, ça m'invite à dire que, indépendamment de ce que l'État porte en termes de réponse d'urgence, la réponse, et d'ailleurs Rennes montre l'exemple en la matière, c'est la construction de politiques territoriales beaucoup plus ambitieuses, de parcours hébergement-logement, de liens entre l'hébergement d'urgence et l'hébergement d'insertion, de politique du logement d'abord. Voilà, moi j'ai une conviction personnelle que j'ai portée quand j'étais vice-président d'une autre agglomération en charge de l'hébergement et du logement, c'est qu'il faut que les collectivités locales s'impliquent davantage sur ce sujet aux côtés de l'État. Je suis dans une terre qui a montré l'exemple là-dessus, on est très nombreux à s'être inspirés de Rennes dans les politiques de l'habitat. Je pense que les réponses, y compris en Île-de-France, passeront par une implication plus forte demain des collectivités. Donc la réponse, elle devra venir de l'État d'abord, mais pas seulement. Merci Olivier Noblecourt de votre présence ce matin.